Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en question de notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format qui s'appelle Portrait d'artiste et nous commençons avec Mona. Bonjour Mona. Bonjour. Est-ce que ça va? Ouais, non, pas du tout. J'ai cru que j'avais donné un coup de Il temps. bounce un peu. Ouais, c'est les tits. Eh ben, Mona, en plus, je te remercie vraiment d'être là parce que, comme je te l'ai dit avant quand t'es arrivée, c'est grâce à ton message au final que j'ai eu envie de créer ce format-là. Et tu es donc la première invitée, donc je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Merci. Je suis une artiste pluridisciplinaire. Je crois que c'est ça le terme, quand on touche à plusieurs choses. Artiste pluridisciplinaire, artiste de scène depuis 2017, principalement dans l'univers du drag, mais depuis peu dans l'industrie porn aussi. Donc je fais de la performance live, suspension, shibari, jeu d'impact. Okay. Et ça va aussi tourner vers du porn un peu plus mainstream, mais ça c'est plus rare quand même. Ok. Donc voilà, performeuse scénique depuis 2017, travailleuse du sexe depuis 2020, après le Covid. C'était dû au Covid? C'était dû au confinement? Ouais. Ok. Ouais. Alors, j'ai commencé avec l'escorte et j'ai continué avec le porn. Ok. Mais du coup, oui, dû au confinement et au manque de moyens financiers. Mais ça n'a pas été fait à contre-cœur. Oui, c'était quand même quelque chose qui t'intéressait à la base. Ouais. Ça a été une très belle expérience. Donc, performeuse, artiste shibari et réalisatrice, productrice de métrages et shooting photo pornographique et érotique. Principalement tournée dans une dynamique queer politisée et beaucoup anti-40. On va pouvoir revenir un petit peu sur ça parce que je pense que c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on s'est dit aussi quand t'es arrivé, comme tu parles du drag, du shibari, perf, même porn queer et tout, je trouve que c'est vraiment important, enfin ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, si jamais j'en ai la possibilité d'un petit peu, pas forcément d'écrire, mais d'expliquer ces pratiques-là, de les déconstruire, parce que j'ai l'impression que dans un inconscient collectif, il y a des images très fortes et pas forcément avérées, ou en tout cas, il y a une majorité de personnes qui peuvent avoir un avis très très fondé sur ce secteur-là, sans en connaître réellement les paramètres. Et je trouvais que ça pouvait être vraiment intéressant d'en discuter justement avec toi, parce que qui de mieux qu'une personne concernée pour parler de ce genre de sujet. Donc je sais pas si tu préfères, s'il y avait une pratique que tu avais commencé plus tôt qu'une autre, ou est-ce qu'il y a eu un sens logique dans ton parcours, ou c'est plus t'as suivi ton instinct, tes envies? J'ai suivi mon instinct, mais il y a quand même une sorte de sens logique. Mais j'ai quand même suivi mon instinct. La scène en globalité m'est venue toute seule. Je me souviens, à l'époque, j'avais 17 ans, je venais d'atterrir sur Nice, j'habitais toute seule pour la première fois pour mes études. Et la première drag, je connaissais pas le drag avant. Et un soir, je marche dans la rue avec des amis et je vois au loin la grande dame qui était niçoise à l'époque et qui n'était pas encore connue à cette époque-là. Immense, elle avait un énorme collier, un maquillage beaucoup plus freaky. Très un maquillage beaucoup plus marqué, dans la mode c'est ça. Du moment moins éditorial. Et elle a vraiment, je me souviendrai toujours de ce souvenir, elle a vraiment marché avec une démarche où juste elle regardait en face et elle nous a traversé, elle a vraiment écarté le groupe et depuis ça m'a quand même vachement inspiré, fasciné. Donc par la suite je me suis intéressé à qu'est-ce que c'était, les soirées, et puis j'ai commencé le drag pas toute seule dans ma chambre, mais directement avec les scènes ouvertes au swing. Bravo, voilà. Franchement ça doit pas être évident de se lancer comme ça, faut se lancer, vraiment. C'est pas, y a pas le temps de réfléchir, de la performance tout articulée, bien précise, mais sacré exercice. Après, j'ai toujours été une pédale folle. C'est clair et net.
C'est-à-dire qu'à l'époque, j'allais en cours avec des maquillages hyper excentriques. Je suis déjà allé en cours, genre maquillée en bleu. Trop bien. Genre juste le teint bleu. Trop bien. Enfin, j'ai toujours performé mon identité et mon expression de genre. Du coup, ça a été une certaine facilité quand même. Très intéressant aussi le fait, en tout cas, de segmenter la partie identité de genre et expression de genre. Ça aussi, au sein même de notre communauté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Oui. C'est pas évident. Et le drag, quand tu l'as commencé dans ta tête, pour toi, parce qu'on a aussi un petit peu parlé du phénomène RuPaul et de l'imagerie qu'il a véhiculée. Toi, du coup, t'as croisé la grande dame, son charisme, son énergie t'a un peu transpercé. Ouais. Et quand toi, tu t'es imaginé en drague, t'avais une envie particulière, des codes particuliers, ou c'était plus je veux expérimenter? Je pense que c'était du niveau d'expérimentation, ouais. J'allais aux soirées, je découvrais ce que c'était, et je m'étais dit juste pourquoi pas moi. Ah, c'est trop bien. J'avais pas encore l'idée d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, ou d'en faire quelque chose de plus poussé. C'était vraiment de l'amusement à l'époque. Un truc libérateur un peu aussi. Ouais, totalement. Et puis, il y a eu cette sorte de libération quand même, dans le sens où j'habitais plus chez maman, j'habitais seul, j'avais une certaine liberté de... À 17 ans? Ouais. Ok. Ouais. Du coup, là-bas, je suis de Montpellier, je suis parti sur Nice pour mes études. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es à Strasbourg? Je crois qu'on se l'est même pas dit au final. Alors, j'habitais à Strasbourg il y a 5 ans, pendant 1 an, puis je suis parti. Et là, ça fait 3 mois que je suis revenu. Ah, ça fait que 3 mois? Ouais. Ah, mais en fait, pratiquement au moment où on a... Non, un peu... Un tout petit peu après où on a mais discuté c'est pour dans la cette première période, fois. quoi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Avant, j'étais sur Toulouse pendant Ok. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et c'est tes activités qui ont fait que tu déménageais, ou c'est juste envie de changement? Alors, j'ai quitté Strasbourg à l'époque par manque d'argent. Ok. Donc, je pouvais plus rester vivre ici. Mais par la suite, j'ai monté diverses choses qui m'ont fait arriver à Toulouse. Ok. Et puis, j'ai eu besoin de retrouver une sorte de sérénité et un calme que j'avais vachement retrouvé sur Strasbourg et que j'avais envie de retrouver. C'est à la maison, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est tellement important d'avoir ce sentiment où c'est bien de bouger, c'est bien d'avoir plein de choses, mais se sentir safe quelque part, c'est tellement important pour avoir l'énergie d'ailleurs de continuer à faire tout ce que tu fais. C'est trop. En plus, alors je sais pas si je t'ai déjà vu en drague en story, ça c'est sûr. Il y a la semaine dernière, ou en tout cas je sais plus quand, t'as repartagé où t'avais une wig blonde, non? Oui, rousse. Ah, rousse? Cheveux naturels, lisse. Mais incroyable. Alors, vraiment, je t'ai trouvé magnifique. Tu verrais l'état de cette perruque en vrai. Ah ouais? Elle est vieille. Et à la base, elle était blonde. Et c'est moi qui ai voulu lui faire une coloration rousse. Ok. Sauf qu'elle n'est pas uniforme. Mais du coup, on dirait que ça fait des mèches. Mais à l'écran, ça se voyait pas du tout, franchement. En vrai, ça se voit pas non plus de ouf. Mais c'est pas un roux uniforme. Du coup, c'est fun. C'est trop nice de pouvoir... Enfin, justement, comme on disait, le fait de pouvoir changer de personnage comme ça et de... Enfin, avant on parlait d'expression de genre, mais aussi d'expression de soi, et de pouvoir créer des alter-ego multiples comme ça qui vont incarner une émotion que tu vas ressentir. Enfin, je sais pas, ça me fascine vraiment. Et je suis d'autant plus content aussi qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui, parce que c'est une des questions que j'avais. Je voulais savoir, donc t'es un peu tombé dans le drag parce que ça t'a attiré, et tu y es resté. Qu'est-ce qui fait que tu y restes et que tu t'y sens bien et que c'est quelque chose que tu as envie de développer? Alors j'y suis pas resté. Ah Eh ben, comme quoi. En 2020, oui, si je me trompe pas, 2020, j'ai fait un burn-out du milieu drag. Où j'ai pas arrêté la performance, mais j'ai mis mon personnage, à l'époque c'était Lucy Adams, qui s'est transformée en Lucy Corset à mon retour.
Et j'ai fait un burn-out du milieu et de comment les choses étaient gérées dans le milieu, on va dire. Du coup, j'ai arrêté le drag, j'ai arrêté le personnage en lui-même pendant 2 ans, à peu près, et j'ai repris sur Toulouse. Ok. Et ensuite, j'ai repris pendant à peu près 1 an sur Toulouse, ensuite je suis arrivé ici. Et là, tu comptes quand même continuer encore ou Ouais, c'est pas... Il y a des projets qui se montent au niveau du drag, mais je pense que j'aimerais faire 1 à 2 soirées par mois. Ok. Pas plus. Ne pas être en full tout non, le temps. Je me vois pas avoir la carrière de Rostantal, par exemple, qui a vraiment beaucoup d'événements. Oui, c'est vrai. J'admire énormément ça, mais je n'y arriverai pas. Je me concentre du coup maintenant sur les performances suspension et porn. Trop bien. Et donc là, suspension, tout ça, c'est compris dans le shibari ou quand tu parles de suspension, c'est pas forcément le même... Si, shibari. Ok. Ouais. Et ça, c'est venu... T'avais déjà aussi des envies de cette technique, de cette pratique-là dès 2017 quand t'as pris ton indépendance, ou c'est venu par la suite? Non, c'est venu par la suite. J'ai toujours eu une hypersexualité, du moins avant les hormones. J'ai toujours eu une hypersexualité et un certain attrait pour le corps, qui à mes yeux que je ne sexualise pas et que j'ai jamais sexualisé. Et du coup, tout cet aspect esthétique qu'on peut y apporter. Et le shibari m'est tombé dessus. Via des publications Insta, j'ai tout de suite trouvé ça magnifique. Je me suis renseigné sur l'histoire du shibari, qui est quand même assez lourde. Et si tu veux en partager un petit peu, tu peux. Ouais, j'ai pas révisé mes notes à ce niveau-là, donc peut-être ne pas me prendre au mot. Ah oui, bien sûr. Sur les dates et tout ça, par exemple, mais en globalité, le shibari était une manière d'attacher les prisonniers dans les années 1600, 1700, il me semble. Ok. Puis par la suite, c'est devenu une manière d'attacher les femmes qui étaient menteuses, infidèles et voleuses. Et ce n'est que vers 1930, je crois, que le shibari a été apporté par un photographe qui attachait sa femme. Du coup, a été ramené comme une pratique un peu érotisante, sexualisée. Et ensuite, le shibari est arrivé aux États-Unis dans les années 60 et en Europe 80-90 à peu près. Et en France, ça s'est popularisé début 2000. Sacré pas, parce qu'au final, par rapport à certaines époques, ça ne symbolisait pas du tout la même chose. Non. Pour le coup, le shibari est vraiment une technique de torture qui est vraiment, vraiment fascinante. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment des harnais avec des nœuds pour un point de douleur précis, couper la respiration, vraiment couper l'usage d'un membre. C'était vraiment une technique de torture très sophistiquée. Qui est en lien avec le corps très très fort. Il faut connaître quand même un minimum, bien sûr. Pas un minimum, je pense qu'il faut quand même être formé. Oui. C'est comme aujourd'hui, hein, le shibari reste quelque chose de dangereux dans la pratique. Par exemple, nous avons le nerf radial, c'est le plus connu, qui va être axé juste ici. Alors en gros, tu as le dessus, tu as le muscle là, tu as une zone où le muscle passe moins. C'est creux. Et là, si tu touches, tu as une légère douleur aiguë. Et si tu touches quelque chose qui roule sous ton doigt, ça c'est le nerf radial. Si tu places ta corde ici et que tu mets de la tension dessus, tu touches le nerf. Si tu touches le nerf, tu peux perdre l'usage d'un doigt, d'une main, d'un bras. Ça peut aller à quelques heures, à quelques années. Je pense que c'est bien de le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans plein de choses. Renseignez-vous quand même avant et faites attention à ce que vous faites. Totalement, comme les cordes en coton. Comme les cordons par rapport cordes en coton, c'est des cordes qui sont élastanes, donc pas assez dures. Je peux te montrer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Hop là, on a des cordes en chanvre. Tiens.
Donc tu vois que la corde est quand même vachement dure, résistante. Oui. La corde en coton, elle va être élastane. Le problème, c'est que la tension va pas être constante. D'accord. Tu vas pas pouvoir maîtriser la tension, Ok. ce qui fait que selon les harnais, en fait, ta corde, elle va bouger. Ta tension va bouger et à tout moment, ça peut devenir un danger. Wow. Et Et du coup, la corde de chanvre, c'est l'outil qu'il faut utiliser ou il y a d'autres types. Il y a le chanvre, il y a... C'est surtout l'aspect rigidité qui est important. Ouais. Il ne faut pas qu'il se dérape ou que... Ok. Par exemple, si on veut faire des cordes dans l'eau, on va utiliser des cordes en nylon. Ah ouais, Mais c'est vraiment spécifiquement pour l'eau et tu vas pas faire de suspension avec le nylon. Tu vas éviter du moins. Ça peut couper, non? Brûler. Brûler, ouais. Ouais. T'as déjà fait? Non, mais j'aimerais beaucoup faire des photos sous l'eau avec des cordes. Donc, prochaine expérience à faire. C'est trop bien. D'ailleurs, si tu veux bien, je mettrai son Instagram et divers réseaux si vous voulez aller voir plus précisément ce qu'elle fait. C'est super intéressant, c'est super éclectique, donc je vous encourage à y aller. Par rapport au shibari, tu as été attaché et tu attaches ou J'ai jamais été attaché. Ah, c'est pas vrai? Ouais, j'ai jamais été attaché. Et t'aimerais bien? J'aimerais beaucoup. Ça, c'est dingue. Je suis quelqu'un d'hyper protocolaire. D'accord. Alors, du coup, là, on va s'ancrer un peu plus sur ma vision du shibari et comment je le pratique. Mais du coup, moi, j'ai une pratique qui n'est pas du tout sexuelle. Je l'ai, mais qu'avec des partenaires très intimes. C'est-à-dire, pour l'instant, personne. Parce que j'ai été dans une relation longue soumission avec les cordes, mais c'est vraiment quelque chose que je réserve à une intimité précise. Ok. Et donc j'ai une approche qui est pas du tout sexualisée envers le corps des personnes que j'attache, qu'ils soient nus, qu'on fasse de la cire ou quoi avec. Voilà, c'est vraiment quelque chose à but de se découvrir. Le mot thérapeutique n'est pas apprécié dans la communauté des cordes parce que beaucoup d'hommes cis prédateurs utilisent ce terme pour pouvoir attirer les gens plus facilement. Voilà. Du coup, faire attention par qui on se fait attacher. Ouais. Mais il y a quand même cet aspect qui est hyper thérapeutique dans les cordes et hyper intéressante et pertinente. Et moi, c'est plus vers ça que je vais me pencher. Et donc, je suis hyper protocolaire comme personne. Okay. J'ai besoin du protocole quand je vais attacher quelqu'un. Quand je fais des initiations, je rencontre la personne en amont. Puis ensuite, on reparle avant la séance. Et puis, on fait la séance et on débriefe après la séance. Et t'as besoin qu'il y ait un feeling quand même avec... Ouais, totalement. Et c'est rare, je trouve, de trouver des personnes qui travaillent comme moi. Ça existe, mais pas proche de nous, apparemment. Et du coup, j'ai du mal à avoir ce lâcher-prise et l'idée de me faire attacher par quelqu'un d'autre. Vu tout ce que tu viens de nous dire, par rapport les risques, le danger, le fait aussi que tu découvres ton corps sous de totales nouvelles sensations, ça doit être très particulier et si t'es pas en confiance à 100%, ça doit être... tu passes à côté de l'expérience, je pense. Oui. Ouais, c'est totalement. Dommage. Totalement. Parce qu'il y a d'autres personnes, je crois, sur Strasbourg. Il y a 2 personnes que j'avais vues qui en font. Mais par contre, je sais pas du tout si ils font ce protocole-là, s'il y a ce rendez-vous pour apprendre, faire connaissance et tout. Il me semble que j'ai une amie qui était allée, ou c'est peut-être pas Strasbourg, mais Schiltigheim. Alors, je sais qu'il y a un truc à Strasbourg. Il y a un collectif qui fait des workshops d'initiation aux déboutonnés. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les déboutonnés. Je connaissais pas. Les déboutonnés, c'est un sex shop Non. De la commune. Ok. Voilà, qui est super, qui est éthique et inclusif. Il est où? Moi que je cherchais. Juste à côté d'Homme de Fer. Ok. Tu vois le carrousel? Oui. Qui est... Ouais. Voilà, devant le carrousel. Sérieux? Ouais, dans cette petite rue-là. Ok. La honte. On ira faire un petit tour. Mais du coup, elle est déboutonnée. C'est un super sex shop communautaire. Ok. Et où on y trouve pas mal de choses artisanales et aussi, par exemple, il y a des binders qu'on peut essayer sur place et tout ça. Ah, cool. Donc il y a vachement de trucs. Et eux, ils font des workshops shibari avec un collectif dont je n'ai plus le nom. Okay. Mais c'est que des initiations. Du coup, il faudrait que je les contacte. Ouais,
Et pour l'instant, de ce que je vois de chez eux, c'est principalement des initiations. Sinon, je sais que pour la soirée du 31 octobre, la matriarche, il y aura une performance shibari d'une personne qui s'appelle Léa, je crois. Ok. Donc je découvrirai ce soir-là aussi. Ouais, donc il y a des gens, mais je ne connais pas encore. Oui, je pense, c'est aussi comme on disait, on a beau voir des photos, des vidéos par-ci par-là sur les réseaux, c'est pas encore une pratique où j'ai l'impression très, comment dire, c'est pas que c'est invisibilisé, mais en tout cas c'est pas mis en avant non plus, ou alors c'est selon ton algorithme, je sais. Ouais, je pense que c'est surtout c'est une niche, du coup c'est certaines personnes qui vont en voir beaucoup dans leur flux et puis d'autres peuvent passer complètement à côté, et c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait d'expliquer, c'est comme tu disais, rien que le fait de ne pas, toi tu as une pratique qui est tu ne sexualises pas le corps que tu as. Bah, ça, par exemple, je trouve que c'est un message super à faire passer aussi, parce qu'on a tendance, que ce soit shibari ou tout autre aspect ou chose qu'on peut faire avec le corps, il y a toujours cette relation à c'est une sexualisation, ou c'est pour un plaisir sexuel, ou c'est... Et on oublie que non, en fait, si tu t'arrêtes juste à notre corps, on peut aussi avoir des sensations soi-même qui sont pas forcément d'un attrait sexuel, mais qui font tout autant du bien, ou qui t'aident à te découvrir... Ça, je pense, moi-même, j'ai eu des a priori par rapport au shibari. Mais je comprends. Je comprends par totalement. rapport à ce qui est véhiculé comme image, et malheureusement, ça fait pas des années que j'ai la maturité d'aller me déconstruire et de chercher des infos et d'aller voir les personnes concernées aussi directement. Donc là, j'en apprends plus et ça m'intéresse. Franchement, je suis assez curieux. Peut-être même tester dans les prochains temps, qui sait, pourquoi pas. Non, j'ai bien aimé la façon dont tu l'as amené, justement. Ouais. Bah, c'est pour ça que, et je m'en suis, j'en suis excessivement chanceuse, c'est que beaucoup de gens me font confiance. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'attache, et à peu près 2 ans que je fais de la suspension. Non, 1 an et demi que je fais de la suspension. Et la dernière fois que j'avais fait le compte, j'ai attaché entre une 30aine et 40aine de personnes. Waouh. Ouais, beaucoup d'initiations, et en fait, j'ai cette chance d'avoir vraiment beaucoup de personnes qui me font confiance aveuglément, sans me connaître. Déjà, c'est dû à toi aussi. Ça démontre que je fais bien mon travail pour rassurer, et que derrière, il y a aussi du bouche à oreille qui se fait. Et, des gens qui te font confiance et qui acceptent de vivre cette expérience avec toi. C'est ça. Mais tu parles de chance, mais je pense vraiment qu'il y a une part de mérite. Ouais, j'ai du mal à le voir comme ça, mais je pense que je peux comprendre. Oui, parce que même s'il y a du travail effectué, il y a quand même ce secteur chance. Ouais, non, en fait, peut-être pas, je sais pas. Mais je comprends. Je vois aussi, des fois, quand tu arrives à avoir une certaine bonne publicité ou que tu as un projet qui fonctionne bien et tout, en tout cas, personnellement, je peux avoir tendance à avoir ce truc de illégitimité ou non, c'est cool, ça fait plaisir, mais alors que si finalement ta façon d'être, ta façon de faire, tout le travail qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui, c'est tout ça qui fait que y a ce genre de résultat, et c'est tant mieux, bravo à toi. Ouais. Franchement, je te recontacterai peut-être si à un moment je me dis allez go, je pense que je te ferai appel à toi, parce que c'est la première fois qu'on m'en parle de cette façon, et c'est là où ça m'intéresse vraiment. Je sens qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, mais que c'est plus j'ai l'impression que ton plaisir, c'est de te faire découvrir le mien. Je sais pas si tu vois. Oui, moi je prends aucun plaisir à une séance. Ah ouais. Ouais. Moi, mon plaisir, une séance, qu'elle soit initiation ou pas, pour moi, ça va être de l'angoisse. Ah ouais. Énormément d'angoisse. Ah ouais. Parce que on est sur un moment de grosse vulnérabilité envers la personne qu'on a en face et qui est attachée, où j'ai quand même cette responsabilité entre les mains. Et donc, comme on peut voir sur les courts extraits que je montre sur Insta, les seuls moments
où je vais vraiment me poser et prendre du plaisir, c'est les moments où je me pose, je regarde la personne, comment la personne vit les cordes, comment la personne joue avec les cordes. Mais dès que je dois faire un changement de posture, un harnais ou quoi, je vais me focus. C'est pour ça qu'aussi que je pense, par exemple, même dans un contexte sexuel, j'ai du mal à être à fond dans mon plaisir à moi ou dans la sexualisation du corps, de la personne. Parce que c'est tellement de concentration et tellement de poids sur les épaules. Donc moi, mon moment plaisir, ça va vraiment être les peu de temps pendant où je vais pouvoir me poser, regarder la personne vivre l'instant et la fin, l'aftercare. Mais c'est beau de le voir comme ça, parce que, de ce que je comprends, c'est ta conscience de tout ce que représente cette pratique, et tu sais que cette personne est venue parce qu'elle te fait confiance justement et tu veux lui apporter la meilleure expérience possible. Si tous les professionnels pouvaient réfléchir comme ça, je pense qu'il y aurait moins d'incidents en réalité, mais c'est trop bien. Et ça se déroule comment? T'as dit que tu étais très protocolaire, ouais. Mais du coup, les séances, il y a toujours un même mécanisme, il y a toujours des étapes bien précises à respecter, ou ça peut varier selon la personne? Non, ça varie selon la personne. Ok. Ça varie beaucoup selon la personne. En fait, c'est selon ce que la personne cherche. D'accord. On a vraiment plusieurs manières de pratiquer les cordes. On peut la pratiquer de manière plutôt très douce, très sensorielle, comme on peut vraiment pousser les limites avec quelque chose d'hyper... avec beaucoup de tension, beaucoup de contention. Et comme on peut rajouter de la cire, on peut se bander les yeux. On peut vraiment pousser la chose assez loin, de manière assez plaisante. Donc ça va vraiment dépendre de ce que la personne va chercher comme vécu, comme expérience plutôt, c'est mieux. Et c'est ça qui va m'aider à moi construire la séance par la suite. C'est trop intéressant. C'est pour ça que le premier rendez-vous est important. Oui. C'est pour ça que une fois j'ai fait une prestation Shibari où j'ai pas, c'est une prestation rémunérée, parce que pour l'instant je fais pas ça de manière rémunérée. Je fais ça pour le plaisir. De l'autre, du coup. Pour le plaisir de l'autre, effectivement. Et non, c'est une partie qui est hyper compliquée. On en reviendra après, peut-être. Mais du coup, une fois, là, il y a 1 mois et demi à peu près, j'ai essayé de faire une prestation rémunérée. Et donc il y avait vraiment cet aspect prestation rémunérée, donc la personne est arrivée, il fallait faire la séance et puis la personne repartait. Donc il n'y avait pas la rencontre en amont, il n'y avait pas le comment tâter le terrain, ce qui allait se passer et tout ça. Et en fait avec cet aspect, on peut encore plus avec la rémunération, il y a aussi cette attente de la personne qui ne sait pas ce que les cordes vont donner. Et donc peu importe comment sera fait la séance, en fait il suffit que ce soit pas du tout comme la personne l'imaginait pour que la personne soit déçue. Quand il y a cette peur financière en plus. Mais ça, c'est avec l'art en général, je trouve, quand même. Oui, clairement. Mais c'est dommage parce que c'est pas quelque chose que tu peux anticiper. Ouais, clairement. Si jamais tu payes, imaginons, tu payes pour aller tester un nouveau resto, tu vas goûter les plats, ça te dégoûte, ou juste c'est pas ta cam et il y a un autre plat que t'aurais préféré, oui, c'est ça aussi le jeu, tu viens tester quelque chose, t'as pas garanti que ça va te plaire ou que c'est fait pour toi, mais... Ouais, mais l'être humain est... Voilà. L'être humain est rempli, c'est la fin. Non, c'est non, mais du coup, c'est vraiment le seul moment où j'ai pas fait ce premier rendez-vous et tout ça pour en discuter en amont. Et c'est le moment où je me suis dit qu'en fait, je fonctionnais pas comme ça. Plein de gens y arrivent, pour le coup. Parce que le Shibari, il suffit de juste prendre en compte l'aspect technique. Et en soi, on pourra attacher n'importe qui sans connaître la personne ou quoi. Mais vu que c'est pas mon approche, j'ai du mal. T'as l'air très très respectueuse de l'individu, de la personne. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu transmets vraiment quelque chose de très pur. Je sais pas comment, vraiment, j'arrive pas à le formuler correctement, mais de tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu gravites autour de plein de choses que tu aimes, mais le point central à chaque fois, c'est surtout que l'autre se sente bien
et que se soit fait dans le respect en fait. Ouais. Bah ça, en tout cas, ça ressort beaucoup de ce que tu dis. Et on se connaît pas. Hein. Non. Non, mais ouais. Et ça s'est bien passé quand même la fin de Non. Ah d'accord. Non, c'était chaotique. Ah ok, carrément. Ouais, non, vraiment pas pour le coup. La personne n'était pas à l'aise. Alors j'ai déjà attaché des amis, des proches à moi. Je pense à une proche précisément où ça a été assez amusant, je trouve. Où quand tu te fais attacher, il y a plusieurs manières de le vivre. Okay. Tu peux avoir un lâcher-prise. J'ai des personnes que je ne connaissais pas et qui sont, dès la première corde posée, vraiment se sont affalées sur moi. Okay. Vraiment se sont totalement abandonnées à moi, ce qui est hyper impressionnant. Il m'arrive souvent de lâcher une petite larme dans ces moments-là. Et t'as d'autres personnes qui vont pas réussir à avoir ce lâcher prise et qui vont garder un contact vocal, okay. Qui vont continuer à parler en fait, qui vont parler en continu pour garder un certain contrôle de la situation, ce qui est ok. C'est absolument ok. Moi justement, cette amie que j'avais attachée avait fait des blagues tout du long. C'était plutôt, du coup, c'était un moment plutôt drôle à vivre et c'est hyper intéressant de voir. Comment chaque personne peut vraiment vivre cette séance à sa manière. C'est comme j'avais une autre personne que j'avais faite en semi-suspension qui elle, jouait avec les cordes, se balançait, tout ça, vraiment avait retrouvé un peu comme une âme d'enfant. C'était hyper beau à voir, hyper intéressant. C'est ouf comme ça peut débloquer des choses et que chaque réaction est inattendue. Parce que j'imagine après, quand vous débriefez, les personnes qui réagissent... d'une façon un peu... on peut même pas juger, en fait, ils réagissent tout simplement. Garder le contrôle. Ouais, est-ce qu'ils s'attendaient à réagir de telle ou telle façon, où il y a des moments, des gens qui sont extrêmement surpris et ils se disent « Oh, je pensais pas que j'étais capable de autant lâcher prise ». Le lâcher prise, oui. Ouais. Oui, clairement. Il m'est souvent arrivé d'avoir des personnes qui pleurent en aftercare. Ce qui est très beau aussi à voir, c'est pas des larmes de tristesse. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas pour l'instant. Après, ça peut réveiller des traumas, donc c'est aussi ok que ça arrive, selon le travail qu'on fait en amont, par rapport aux cordes, selon ce qu'on recherche. Mais j'ai déjà eu pas mal de personnes qui ont pleuré après une séance, parce que justement, il y a un certain lâcher-prise qui est tellement intensif et inattendu. Parce que même si tu sais que tu vas avoir ton lâcher-prise, tu sais pas que tu vas vraiment... y accéder. Ouais, tu t'en arrives à un certain moment. C'est pour ça que beaucoup de personnes font des cordes dans un certain sens de bien-être. Ok. Et ça, c'est vachement cool. C'est avec mon partenaire de Toulouse, par exemple, mon dernier partenaire de Toulouse, que j'ai rencontré très peu de temps avant de partir. Donc, on avait beaucoup fait ensemble, mais j'aurais aimé construire plus dans le long terme avec. Et typiquement, il y avait vraiment cet aspect hyper psychologique qui était bénéfique et vraiment plaisant à faire. Ouais, corps et esprit, ça s'articule, ça fonctionne. Et c'est vrai que des fois, on a... Enfin, en tout cas, quand tu te retrouves avec des personnes où tu peux aller jusqu'à ce stade de... là, je calcule plus. Là, je vis le truc sur le moment. C'est incroyable. Et ça peut faire paniquer aussi. Ça dépend, mais par exemple, j'ai attaché une amie pour une initiation il y a moins d'un mois, il y a 2-3 semaines, en semi-suspension. Donc, une partie du corps reste au sol et on attache le reste du corps pour la mettre en tension. Et elle, pour le coup, a gardé quand même un contrôle en gardant les yeux constamment ouverts. La première fois que ça m'arrivait, ça m'avait fait assez bizarre au début parce que tu sais pas ce que la personne ressent, tu sais pas si elle se fait chier ou quoi. Vraiment, quand t'as une personne qui reste les yeux ouverts, ouais. Tu sais pas si elle se fait chier ou quoi, mais juste elle est là. Et à un moment, je vois vraiment une petite larme tomber sur le côté et elle me dit je vis quelque chose d'intense. C'est pas négatif, mais je sais pas ce que je vis. Et c'est tellement... et donc t'as cet aspect qui est vraiment puissant de la perte du contrôle qui est vraiment pas habituel ou qui est une première. Donc tu sais pas comment réagir à ça. Ouais, c'est vrai.
Et c'est ça aussi qui est magnifique. Je comprends. C'est ce que j'essaie de travailler avec ma psy, donc c'est vrai que je comprends parfaitement. Mona Vipers, excellente psy. Non, mais c'est vrai. En réalité, ça peut être une piste, en tout cas, pour celles et ceux qui écoutent, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si en essayant plein de moyens différents, peut-être la thérapie aussi, que ça va pas fonctionner, peut-être aller vers des pratiques auxquelles vous n'aurez pas pensé et ça va débloquer des choses ou pas, hein. On dit pas que c'est sûr, mais c'est intéressant de le voir comme ça. Totalement. C'est trop bien. Moi, je sais pas si... J'aimerais trop. Là, c'était ton ami qui a réagi comme ça, la petite larme en disant, je sais pas si c'est... ça doit être fou parce qu'effectivement, si c'est une nouvelle sensation que t'as jamais identifiée et que d'un coup, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste intense. Comment traduire ça? En fait, je crois que ça m'attire énormément. Je comprends. C'est ce truc de... Ouais, la nouveauté. C'est trop intéressant. Je suis très curieux. Ouais, c'est vraiment... c'est l'aspect qui est vraiment hyper pertinent, je trouve, au niveau des cordes. Et par exemple, cet ami, on va repratiquer ensemble plusieurs fois pour vraiment continuer à développer ça, explorer... Est-ce que tu le vois un peu comme aussi, ça pourrait être, on parlait de psy, une thérapie, où attention, je veux pas dire de bêtises ou faire de mauvaises comparaisons, mais plusieurs séances de shibari, de shibari ou de suspension, selon ce que vous aviez noté à travailler ou quelle émotion à chercher et tout, ça peut être une espèce de parcours comme ça que tu vas ponctuer de rendez-vous et petit à petit tu vas lâcher de plus en plus ou peut-être que tu peux même pas le prévoir en fait. Je pense pas que ça puisse se prévoir. Ouais, vu que tu sais pas comment le corps va réagir, c'est à chaque fois en fonction de la séance. C'est ça, et de comment la personne se sent physiquement, mentalement et tout ça. Okay. Et puis on a un aspect bénéfique psychologique dans la suspension et dans les cordes, même au sol, mais on n'a pas ce travail psychologique comme avec un suivi psy. Oui. Donc on n'a pas non plus... les cordes peut être une forme de thérapie comme le yoga peut l'être par exemple. Donc ça peut être de la thérapie physique. En tout cas moi je le vois comme ça. Pour le coup beaucoup de personnes du milieu ne le voient pas comme ça. Hein. Moi j'ai vraiment cette vision qui est propre à moi-même, et je sais partager mais quand même très propre à moi-même au niveau des cordes. Et donc on peut avoir cette sorte de thérapie physique mais c'est pas une thérapie qui va t'amener du positif psychologique au quotidien, au long terme. Je pense pas que ça puisse se travailler comme ça. Ou alors je l'ai pas encore... après, je l'ai pas encore travaillé dans ce sens-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, je pense, t'as raison. Enfin, vu que tu travailles sur le corps, oui, ça va t'amener des sensations qui peuvent bousculer un peu ta psyché, mais c'est pas une certitude et c'est pas une thérapie qui est utilisée de cette façon non plus. Donc, en tout cas, il y a un lâcher prise psychologique. Ouais, ça peut quand même aider. Il y a totalement un lâcher prise psychologique, mais contrairement à celui psy, là, on va pas chercher un certain point, un certain sujet ou quoi, qui va venir aider par la suite. Mais il y a quand même une certaine... pour certains types de séances, on a tout un repoussement des limites du ressenti du corps et tout ça, et de l'endurance qui va vraiment apporter ce vide mental, cette libération mentale. Mais je pense pas que ça puisse se ressentir sur plusieurs jours. Ok. C'est vraiment dans l'immédiat. Ouais. Là, ça... c'est intéressant aussi. On m'en a déjà reparlé 2-3 jours après la séance, mais rarement plus. Ouais, je note. Je note vraiment, ça m'intéresse trop. Je trouve que c'est trop cool et même justement les vidéos que tu partages, s'il y a des gens qui ont en tout cas des a priori, je trouve que c'est vachement rassurant parce qu'on voit à quel point c'est doux,
on voit que tout le monde il y a bien sûr consentement, of course, mais que c'est vraiment fait dans un cadre très très sain, très respectueux. Et j'ai une question. Si c'est vraiment, je dis de la merde, dis-le moi, mais je me demandais si ça pouvait être répertorié comme un pan du BDSM par rapport au repoussement des limites, d'expérimentation sur le corps, ou ça n'a rien à voir. Le shibari en général ? Ouais. Oui. Oui. Est-ce que j'arriverai à ressortir cette phrase merveilleuse ? Le bondage fait partie du BDSM, mais le BDSM n'est pas forcément du bondage. Une connerie du genre. La pratique des cordes fait partie de cette catégorie bondage qui est dans le BDSM. Donc évidemment, ça peut être pratiqué de manière SM. Ça va dépendre de quel type de corde on fait en fait. Mais ça ne l'est pas forcément. Par exemple, moi mes cordes sont très douces. Je parle pas dans le toucher, mais dans la pratique. On va avoir plusieurs autres pratiques qui vont être vraiment beaucoup plus axées sur du BDSM, avec beaucoup de torsions, beaucoup de tensions, vraiment des positions qui vont être difficiles à tenir, ou même ça peut être combiné avec d'autres pratiques BDSM. Par exemple, on a le crochet plug, on a les pinces à linge qui sont merveilleuses aussi pour combiner avec les cordes. La cire, selon comment elle est pratiquée. C'est des trucs qui t'intéressent aussi ? Ouais. Parce que la cire, j'ai pu voir, mais les autres choses, j'ai pas forcément vu. En tout cas, c'était pas visible sur Non, je le fais dans le cadre du privé, les autres, quand j'ai des partenaires pour ça. Mais oui, parce que même si on ancre dans une pratique sexuelle et donc plutôt restreinte de mon côté, on va quand même sur quelque chose d'encore plus poussé sur le lâcher-prise et le rapport de confiance. Oui, ça, oui. On m'en avait parlé, une personne qui était aussi censée venir pour le sujet BDSM. Finalement, ça s'est pas fait, mais dans les discussions qu'on avait, c'était vraiment ça, et c'était en tout cas ce qu'on voulait mettre le plus en lumière à travers le podcast, c'était le lâcher prise, mais dans le sens, c'est vraiment une bulle de confiance, il y a beaucoup de règles, je crois, en tout cas, il y a tout c'est presque, alors, si je dis pas les bons mots, il faut me mettre des gifles. Mais non, c'est ok. C'est presque contractuel dans le sens où deux personnes se mettent d'accord, donnent leurs limites, donnent le cadre, disent ce qu'elles acceptent, ce qu'elles n'acceptent pas, et ensuite on pratique respectueusement ensemble. Mais je trouve, par rapport à l'image qu'on pourrait en avoir, et de ce que je vois dans les pratiques sexuelles normées, on va dire, je sais pas trop comment expliquer, mais les activités sexuelles qu'on connaît tous, il y a beaucoup plus de respect, il y a beaucoup plus de soins, il y a beaucoup plus de care, il y a beaucoup plus d'attention à l'autre dans le BDSM que ce que j'ai pu voir moi d'autres choses qui sont plus banales, voilà, on va dire. Absolument. Totalement. Faut garder en tête, et ça c'est encore une vision que j'ai dans ce cadre précis du BDSM et de la domination, c'est que personnellement déjà je pars du principe qu'on ne domine pas quelqu'un qu'on ne respecte pas. Je ne porte que très peu en estime, et désolé pour ce que je vais dire, mais je ne porte que très peu en estime les dominats qui construisent leur identité sur de la misandrie. Parce que tu ne soumets pas une personne que tu ne respectes pas. Là, pour moi, on passe outre certaines limites qui ne sont pas à passer outre. Et donc oui, on a déjà ce truc qui est hyper contractuel, déjà. Ça, c'était pas un mauvais terme. Non, c'est vrai que j'aurais pas utilisé ce terme-là, mais oui, on a, déjà, il y a pour vraiment les grosses relations de DS, la domination, soumission, où on va avoir des contrats qui peuvent se mettre en place, de vrais contrats signés, qu'il y a de très beaux modèles de contrats sur l'internet. Ça garantit la sécurité. Ça garantit la sécurité, et ça garantit. Alors c'est pas des contrats qui seront valables juridiquement, il me semble, peut-être.
On vérifie, Mais, c'est intéressant comme question. Mais par contre, c'est des contrats qui vont vraiment mettre en place les safe words, les limites, les pratiques Ok. et tout ce qui en vient par la suite, quoi. C'est vraiment hyper cadré. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve ouf par rapport à justement l'idée que j'ai pu en avoir en grandissant ou ce qu'on m'en disait, encore une fois, des personnes qui ne pratiquaient pas. C'est dingue comme... vraiment, j'avais ce truc de... On montrait du doigt en disant c'est un peu les freaks, c'est les gens bizarres, c'est les gens... Alors qu'en fait, je trouve... Déjà, il n'y a rien de mal à être freak. Mais je trouve que c'est tellement dommage de se mettre des barrières comme ça et de pas juste chercher plus loin et chercher la vérité plutôt que de véhiculer des rumeurs ou des fausses idées parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou c'est pas quelque chose qu'on a expérimenté nous-mêmes, donc forcément c'est mauvais. Donc non, enfin, plus j'en discute avec des gens qui sont dans cet univers et plus je me rends compte que c'est la pratique la plus respectueuse que j'ai pu voir de ma vie, vraiment. Hein. C'est beaucoup, comme tu disais, la phrase, je la trouve très très belle, comme tu viens de dire, le fait de... Il n'y a pas de domination sans respect, c'est ça que tu as dit. Ouais. On voit, il y a multiples exemples de ce qu'est la domination sans respect. Je pense que voilà, le fait de ne pas rechercher ça dans cette pratique, ça montre à quel point c'est positif et c'est pas quelque chose qui est malsain, en fait. Tout ce monde-là, on l'a vraiment catégorisé, marginalisé, Ouais. et on a créé une norme qui finalement est beaucoup plus dégueulasse, mais que de toutes ces sous-cultures et ces contre-cultures qui ont existé. C'est dingue. T'as senti toi un changement de mentalité entre tes débuts et aujourd'hui, ou c'est... Non. Même pour le drag, tu m'as dit qu'il y a... c'est pas une amélioration, mais du coup pour tout ce qui est shibari, ou même on peut aussi parler par rapport à tout ce qui est métrage, c'est ça le terme que tu emploies, Ouais. métrage et porn queer et tout. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on peut plus en parler, ou est-ce que ça reste tabou, ça reste clivant? Clivant, oui, de toute façon. Ouais. Pardon. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué parce que je sais que moi, aujourd'hui, je suis entouré que de personnes qui me connaissent et qui savent ce que je fais et tout ça. Et donc, j'ai cette liberté de pouvoir parler de mon travail assez librement, mais c'est vrai que quand je tombe sur des milieux qui ne me connaissent pas ou qui sont plus normatifs, c'est un peu plus impactant. Donc je n'ai pas cette confrontation au quotidien, vu que j'ai mon entourage qui est bien construit. Du coup, j'aurais du mal à te dire comment c'est perçu dans l'outre-monde. Mais mais après, je sais qu'il y a encore du progrès à faire. Oh. Mais même intra, je veux dire. J'allais dire. Parce qu'il y a beau nombre d'attacheurs, dont un que je ne citerai pas, mais qui est très populaire à Paris, un attacheur très populaire qui, selon lui, les cordes sont forcément sexuelles. Il attache les personnes que de manière sexuelle. Il a ce discours de, pour lui, les cordes sont forcément sexuelles, qu'il est impossible de pratiquer de manière non sexuelle. Et en fait, on a beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, ou personnes non binaires aussi, les gens en général, quoi. Beaucoup de personnes ont ce discours encore, en fait, des cordes qui sont... Alors, oui et non, dans le sens où c'est des gens qui vont quand même avoir leur clientèle ou leur personne avec qui pratiquer. Après, oui, c'est dommage de se restreindre à cette vision-là qui est hyper fermée. Tant qu'ils n'essayent pas de l'imposer. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on en a certains qui ont vraiment ce discours hyper sexualisant et hyper réducteur, en fait, de la pratique. Et ça va être de partout. Hein. C'est comme du coup dans la domination, les dominats qui fonctionnent sur la misandrie. Donc on a encore beaucoup de travail à faire, même en intra. Et là, tu dis intra dans
vous qui pratiquez, mais intra aussi communautaire, dans le sens où quand t'es arrivé, tu m'as dit que justement le drag de maintenant, c'était plus... J'ai une vision du drag qui est plutôt fermée, on va dire, qui n'est pas positif. Oui, on peut en parler sans souci. Je sais que je me ferai des amis. J'ai déjà des amis. Non, sans être dans le négatif ou dans le péjoratif envers autrui. Je trouve que, et ça c'est une vision qui est très fermée, j'en ai conscience, mais je trouve que le drag est rendu trop accessible. Le drag avant tout, ça reste quand même un métier, un art à part entière. Et comme j'aime dire, c'est pas parce qu'on te donne une toile et un pinceau que tu vas devenir peintre. C'est pas parce que tu mets une perruque et une robe que tu deviendras drag queen. Et donc on a vraiment toute une nouvelle génération qui est plutôt hyper construite de par cette culture drag race, qui n'est pas négatif pour autant, mais qui n'a pas apporté du bien au travail en lui-même. Vraiment au drag à la française. Et la motivation aussi n'est peut-être pas la même à la base quand ils débutent. Enfin aujourd'hui, il y en a... C'est James qui m'en avait parlé, il m'avait dit, j'ai l'impression, aujourd'hui maintenant, t'as des drags qui naissent dans le but de faire Drag Race, alors qu'avant, c'était vraiment une émancipation où, non mais là, je me transcende, je deviens quelqu'un d'autre pour exprimer des choses que j'arrive pas à faire dans mon identité de base. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est... Bon, après, on le ressent. Enfin, dans les différentes drags, tu sens quand il y a du propos et quand... Bien sûr. Mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu trouves que ça dessert le drag en tant que... Beaucoup de choses desservent le drag. Beaucoup de choses peuvent desservir le drag et la manière dont c'est géré, comment c'est amené comme sujet. Par exemple, un truc tout con. La différence, parce que du coup, il y a 3 mois, j'étais sur Toulouse et maintenant, je suis arrivé ici, même si j'ai fait du drag il y a bien des années sur Strasbourg aussi, qui est très différent avant et maintenant. Quand je suis revenu, il y a une différence qui est hyper notoire. Moi, je faisais du drag à l'époque avec Noxima au Spiles. Je sais pas si t'as connu le Spiles. Un peu. C'est il y a bien longtemps. Et j'ai connu les débuts du Diamant d'Or aussi, par exemple. Entre Strasbourg et Toulouse, par exemple. Le drag strasbourgeois, je trouve, a été mal monté. Mal construit à travers le temps. C'est-à-dire que sur Strasbourg, si tu veux monter une soirée, il faut que tu fasses ta soirée payante et tu payes tes artistes avec l'entrée de la soirée. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est parce que les drags qui ont monté le drag strasbourgeois ont commencé à démarcher les lieux de cette manière-là. Maintenant, c'est impossible de trouver un lieu qui te paye et de faire une soirée gratuite. C'est pour ça que les soirées sur Strasbourg sont payantes. Et parfois chères, parce qu'il y a plusieurs artistes à payer en une soirée. Ah ouais, c'est fou. Sur Toulouse, les soirées sont gratuites. Toutes. Parce qu'il y a un cachet de base. Parce que en fait, le lieu paye. Le lieu paye avec la recette qu'ils vont faire au bar grâce aux artistes qui sont là. Oui, et puis, on va pas se mentir. Oui. Les lieux qui se font des bonnes recettes, parce que j'imagine pas les recettes des lieux strasbourgeois. Ils payent rien, littéralement. C'est les drags qui se payent avec les entrées. Donc, ils ont même pas de trucs à payer à l'URSSAF ou quoi. Mais est-ce que c'est normal, ça? C'est une mauvaise construction. Et c'est quelque chose qui s'est vachement apporté avec justement ce truc des scènes ouvertes, ce truc de quelque chose qui a été amené avec le temps avec la culture drag race. Contrairement au vieux drag français qu'on avait, moi j'ai connu sur Nice à l'époque, qui était d'une drag très cabaresque. Et où là, t'as un cachet, t'as tant de performances à faire et tu gères ton truc, quoi. T'as un artiste qui est rémunéré parce que tu viens travailler, en fait. c'est pas... Surtout que franchement, comme avant tu parlais de Rosenthal, même je vois Viviane du Fermoir de Montsac et tout, c'est vrai qu'elles font... en ce moment sur Strasbourg, elles font énormément de choses et franchement, ça mérite aussi d'être... juste d'être payé, récompensé, parce que le travail qu'elles font, c'est du divertissement pour nous toutes et tous et... juste paye en fait. Absolument. C'est dingue. Surtout Rose Tantal qui, à mes yeux, et ça c'est un avis propre à moi-même, est une des drags qui
qui tient un peu le drag strasbourgeois. Oui. Pas qui le tient en laisse, mais qui a quand même, aujourd'hui, elle a monté énormément de choses. Ouais, c'est vrai. Je l'ai connue, du coup, il y a 5 ans, et quand je revois aujourd'hui ce qu'elle fait, il y a Noxima aussi qui est comme ça et qui fait aussi beaucoup de choses avec son association. Enfin, c'est les deux, en fait, il y a Rostantel et Noxima qui portent vachement la chose. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça fait là plus ou moins 2 ans où je trouve vraiment qu'elles ont réussi à avoir un rythme où il y a toutes les semaines il y a quelque chose qui se passe, invitation, beaucoup de communication. Ça a vachement pris aussi. Rostantal, je sais pas si tu avais vu, moi je la connaissais pas de Strasbourg, je l'ai découverte dans une émission sur YouTube avec Mademoiselle Kiss. Elle présentait un concours de drague un peu... Oui, drague... j'ai plus le nom. Je me souviens plus. Mais je la connais d'avant moi, du coup. Ok, trop bien. C'est un concours drague qu'ils avaient fait pendant le confinement à la base. Qui était sur Instagram et qui fonctionnait avec des posts Insta et des votes par semaine. Ok. Et après, la personne qui a créé ça a voulu le faire en version filmée. Ok. Parce que j'étais tombé dessus... non, vraiment, quand je dis j'aime le drague... tout ce que je peux consommer, qui en parle et tout, parce que j'aime beaucoup la psychologie qu'il y a derrière aussi. Et il y a certaines histoires de personnes qui sont très touchantes, où j'ai compris justement tout ce qui était symbole et libération derrière. Et du coup, dès que je peux regarder quelque chose qui parle de ça, je le fais. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur cette émission. Ça m'a fait bizarre, parce que j'avais déjà entendu qu'elle travaillait avec Viviane sur Strasbourg, mais moi je l'avais jamais vue. Mais c'est intéressant. Et du coup, le genre de compétition, drag, c'est pas trop le genre de choses qui sert, tu penses? Pas sert. Je pense que quand c'est ancré dans un schéma de surconsommation, non, ça dessert. Ouais, ça toujours. Mais voilà, ça, c'est peu importe le sujet, à partir du moment où on ancre dans quelque chose de capitaliste et d'hyperconsommation, ça dessert forcément. Ouais, on en revient à la quantité plutôt que la qualité, malheureusement. Exactement. Le porno est venu à moi assez facilement. Okay. Assez facilement. Via un date Tinder. Ah. Ouais. Il y a du coup bien longtemps, j'ai daté un performeur porn. Par la suite, j'ai créé du contenu hyper mainstream et puis petit à petit, je me suis déconstruite et j'ai voulu construire quelque chose propre à moi-même. Du coup, ça fait quelques temps que je fais de la pornographie. J'ai commencé par du mainstream, j'ai continué avec du mainstream avec mon ancien compagnon qui, lui, tient une page OnlyFans et tout ça. Okay. Et donc, je produisais avec lui et pour lui pour son contenu personnel. Ce qui, moi, m'avait vachement aidé à faire de la direction, où du coup, c'est moi qui gérais les plans, cadrage, okay. Même si c'est lui qui s'occupait du montage. C'est moi qui faisais la direction artistique globale. Et petit à petit, par la suite, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes pour monter des métrages que je présentais en festival avec ces personnes-là précisément. Quand tu dis métrage, c'est le film? Non, c'est pas j'ai pas le terme. Ouais, court-métrage, long-métrage, c'est ça, c'est la vidéo. Ok, tout simplement. Le clip. Ouais. Jamais fait de long-métrage, c'est un truc qui viendra par la suite. Okay. Mais pour l'instant, c'était des métrages courts. Et donc, petit à petit, j'ai construit cet univers-là et aujourd'hui, j'ai pour ambition de me remettre à produire, parce que du coup, avec mon déménagement, mes dernières années compliquées sur Toulouse, le déménagement et les complications qu'il y a eu à mon arrivée ici, j'ai pas pu m'y remettre. Mais j'ai déjà une idée de métrage sur papier à faire par la suite, qui là serait un moyen métrage en autobiographie, axé sur comment retrouver, sur la quête de retrouver le sensoriel, le plaisir et le désir après un traitement hormonal qui a été quand même assez intensif au début. Wow. Donc ce serait en autoportrait et ce serait dans l'idée de en fait suivre de documenter ma sexualité petit à petit via différentes pratiques en self.
Et voilà. C'est un super beau globalité sur le papier, c'est ça. J'ai prévu d'y mettre en place beaucoup de choses qui, du coup, les métrages porn que je fais en général, quand ils ne sont pas mainstream et vraiment à but festivalier, ils sont pas phallocentrés ou pas axés sur le code fellation, pénétration, éjaculation. Parce que de toute façon, je ne peux plus éjaculer. Merci les hormones. Mais vraiment axé sur quelque chose, sur l'expression corporelle. Ok. Vraiment très axé sur l'expression corporelle, sur le langage corporel, sur l'émotion, sur le ressenti et tout ça. Je pourrais te montrer un trailer ou deux si tu veux, c'est vraiment pas phallocentré. Et donc on est vraiment sur des captations de mains, de respiration, de torsion, de sueur, de... Voilà. Trop bien. Donc, voilà, la vraie... symbiose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est de montrer ça et de pouvoir... l'idée que j'ai des métrages, c'est mes métrages en tout cas, c'est que quand tu le regardes, t'es pas forcément cette excitation érectionnelle, mais plus ce truc qui te fait bouillir à l'intérieur et genre dès que t'es sorti du métrage, t'as envie de baiser, quoi. Mais t'as pas forcément envie de te masturber devant, quoi. Non, c'est clair. Mais ça, de toute façon, je pense... il y a encore pas mal de déconstruction à faire, mais c'est très... porno mainstream hétérosexuel de base où c'est très focus de toute façon sur le plaisir masculin. La femme est... Le plaisir pénien précisément. Oui, en plus, avec pénétration, éjaculation et puis... Parce que même quand c'est des femmes trans qui sont mises à l'image, c'est très pénien. Ah ouais ? Ouais. Putain, c'est... Vraiment, c'est ça qui excite. Et pourtant, t'as raison, ça te crée... Pour certaines, peut-être une excitation qui est mécanique et tout, parce que c'est de l'action. Ouais. Mais du coup, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est émotif et tout, tu l'as pas forcément. Alors que là, dans ce que tu décris, ça a l'air vachement... Ouais, en fait, tu t'imagines tellement ressentir ce que tu vois que t'en as envie et... Trop intéressant. Ouais, c'est l'idée. On a besoin de nouvelles représentations porn, que ce soit audio, visuel, faites de la nouveauté s'il vous plaît. Mais après, ne crachons pas sur le mainstream. Non. Parce qu'il y a quand même un besoin du porn mainstream, parce qu'il y a de la demande. À partir du moment où il y a de la demande, il y a un besoin. Et c'est pas une mauvaise chose dans les grandes lignes. C'est plutôt trop généralisé à mon goût, mais pas une mauvaise chose pour autant. Par exemple, c'est un porno que je consomme personnellement. Mais quelque chose qui est assez intéressant aussi à prendre en compte, c'est de quelle manière on se masturbe. Est-ce qu'on le fait de manière mécanique ? Est-ce qu'on le fait à la recherche de quelque chose ? Ok. Tu vois, si c'est mécanique, un porn mainstream, tu te ferais chier devant mes porns à moi. Si tu cherches du mécanique, si tu cherches de l'action-réaction, un truc qui dure rapidement pour que tu passes vite à autre chose et que ça juste fasse une bouffée d'endorphine, tu prends du mainstream. Oui, ok. Ouais, c'est un one shot, tu cherches pas, tu veux juste te soulager. Et par contre, si tu cherches vraiment autre chose, t'as des boîtes de production qui font vraiment des porns beaucoup plus longs, beaucoup plus érotiques, beaucoup plus construits. Et là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir regarder en laissant la tension monter. Je crois que c'est un peu comme par rapport au shibari, là je viens de capter, c'est des choses qui m'intéressent parce que j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour mon plaisir corporel personnel. Je vais tout de suite, la plupart du temps, à l'essentiel parce que je me dis t'as envie, hop, finalité. Et comment je vais aller à la finalité le plus vite possible, quand je suis seul en tout cas. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, je perds vraiment toute une relation à moi-même qui pourrait être très très intéressante, voire par rapport à la confiance en soi, par rapport à plein de choses, me découvrir de cette manière. Ce serait bien que je prenne le temps, je pense. Ouais. Oui, et ça permet de découvrir de nouvelles choses sur soi et même sur des nouvelles émotions. Par exemple, moi, quand je consomme du porno, j'aime pas dire ça comme ça, mais entre guillemets plus construit, pas mainstream, pas schématisé de cette manière, je pleure. Oh. Je pleure beaucoup. Le dernier porn que j'ai regardé, qui est un magnifique porn d'une des boîtes de production que j'admire le plus, qui s'appelle Aorta, qui est de Los Angeles, il me semble.
C'est un porn qui dure 1h30, 1h40 à peu près, et c'est sur plusieurs tableaux. Je crois que j'ai chialé pendant 3 fois. Oh, c'est trop bien. Parce que ça procure en fait plein d'émotions, plein de ressentis, tout ça. Et personnellement, c'est vraiment ça que je veux viser. Moi, j'ai l'impression que c'est un thème récurrent qui... Dans toutes tes pratiques, finalement, c'est vraiment ce truc... Peut-être que d'ici la fin de la vidéo, j'arriverai à dire ce que j'ai envie de dire. J'ai pas la bonne formulation, mais on sent vraiment que c'est au-delà de la sexualisation, comme tu l'as dit, c'est vraiment cette relation corps et esprit où d'un coup t'es en harmonie parfaite en fait. Je sais pas comment expliquer, mais pour que ça t'amène jusqu'à pleurer, c'est vraiment, il y a cette... je suis aligné, genre... c'est beau, c'est une très jolie quête. En globalité, voilà, ça va vraiment être ça dans ma recherche, cet aspect plus émotionnel. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que mon prochain métrage, j'ai pas encore, du coup, pour l'instant, je l'ai que sur papier. J'ai noté ce que j'aimerais explorer en solitaire. Mais voilà, par exemple, dans mon prochain métrage, il y aura pas ce rapport pénien, voire pas du tout, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai des érections, elles sont souvent douloureuses. Et puis j'ai cette sensation d'éjaculer, mais il n'y a plus de liquide qui sort. Enfin, du coup, mon rapport au pénien depuis mon traitement hormonal est tellement spécifique que c'est vraiment plus ce que je recherche aujourd'hui comme sensation et tout ça. Et donc je vais vraiment me tourner vers d'autres accès. Donc j'aimerais explorer l'autosuspension, s'attacher soi-même. J'aimerais explorer le needle play. Je connais pas. Jeu d'aiguille. Ok. Je sais pas si needle. Le needle play, ouais. Du coup, je sais pas si tu vois un peu les pratiques. J'ai jamais vu la pratique. Enfin, je me suis jamais renseigné dessus. Mais... C'est de la soirée en surface. Ok. Donc c'est très esthétique et ça peut être très violent. Ok. Comme très doux. C'est aussi une pratique qui m'intéresse à construire par la suite. Trop bien. Parce que justement, on a encore une fois cette confiance, lâcher prise et dépassement des limites, qui sont les 3 qui m'intéressent souvent. Et donc voilà, il y a ça que j'aimerais découvrir aussi. Les jeux de cire intensifs aussi en solitaire. Enfin, il y a vraiment tous ces trucs-là que je veux vraiment faire de moi-même face caméra, avec quand même une esthétique artistique derrière. J'ai jamais entendu... Enfin, en tout cas, c'est la première fois dans le porno que j'entends un concept pareil. Je trouve ça super... Et pourtant, c'est pas anodin. Ah ouais? Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Mais si t'es intéressé par ce genre de sujet, je t'inviterai à aller faire des festivals. Ok. Des festivals porn. On en a énormément en Europe qui sont vachement cool. Et pour le coup, on peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Ouais, il faudrait que je m'intéresse plus. Parce que ça a l'air vraiment trop sensoriel, trop... je sais pas comment expliquer. Ça apporterait quelque chose que je ne m'accorde pas forcément. Et du coup, c'est super intéressant. Ouais. Il y en a, généralement, il y a des dates précises, il y a des saisons où c'est un peu toute l'année où on peut retrouver ce genre de Non, il y a des festival. saisons. Ouais. Il y a des saisons et là, je crois qu'on rentre parce qu'il y a eu le festival porn de Bruxelles. Je crois qu'on est en plein dedans. Ah bah. Je crois qu'il y est en ce moment. Ou alors, il a été début de semaine ou semaine dernière. Faut que je me renseigne. Mais je sais que j'ai des amis qui sont allés là. Et j'ai vu des personnes que j'admire beaucoup y faire des représentations. Mais du coup, il y a celui-là, en ce moment, il y a le Fetish Week à Paris aussi. Ok, oui, ça j'ai vu passer. Et on a bientôt Berlin. Berlin vient de terminer leur candidature. On a Berlin, on a la Suisse aussi qui viennent de clôturer leur candidature. Donc je pense que ça va être dans les mois qui vont suivre. Ok. Fin d'année, début d'année prochaine. Ouais, c'est dans l'hiver. Ou alors c'est dans l'été. on va se renseigner. Si faut se renseigner. Mais voilà, en globalité, c'est vraiment la chose plutôt intéressante parce qu'on a, comme moi, ce que je fais de l'autoproduction. Et on a aussi des grosses boîtes de prod qui font du très très beau travail qui diffusent dans ces festivals-là. Très bien, je vois si monsieur est intéressé.
Sinon, on y va entre copines. C'est vraiment intéressant à faire. Faut vraiment enlever cet aspect hyper sexualisant. Bien sûr. On n'y va pas pour faire du cruising, on n'y va pas pour se masturber dans la salle de cinéma, on y va vraiment pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles émotions. On y va pour découvrir aussi un travail artistique qui est hyper construit, hyper pertinent. Oui, on respecte le travail de tout le monde, s'il vous plaît. C'est un travail. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Oui, absolument. Absolument. Et on arrête de fantasmer et de fétichiser le travail du sexe en ligne. Hein, on ne gagne pas des milliers et des cents en vendant des photos de ses pieds. Et faire du porno n'est pas de l'argent facile. T'entends ça encore ? Constamment. Constamment. Même des proches à moi, et c'est pas méchant, donc je le reprends pas, mais cette blague de j'ai du mal à trouver un travail, je vais commencer à vendre des photos de mes pieds, mais en plus, tu penses pas si c'était si simple, on serait tous déjà riches et célèbres, n'importe quoi. La problématique, en fait, c'est que on prend en exemple, par exemple, tous les influenceurs, influenceuses de télé-réalité qui font ça et qui, effectivement, montrent des chiffres gros. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont une visibilité médiatique qui est colossale. Et donc, c'est des gens qui vont pouvoir vraiment toucher un large panel, vont pouvoir faire beaucoup d'abonnements d'un coup, mais c'est pas des gens qui vont fidéliser la clientèle. En général, tu vas, tu payes une fois pour voir ce qui se fait, tu n'y retournes plus. Ouais, ça y est, t'as ton fantasme de la réalité que tu voulais voir à poil, c'est bon, tu l'as vu et... Ouais, mais vu il y a beaucoup... Et vu qu'ils ont beaucoup de visibilité, ils font beaucoup de chiffres. Mais quand on est des gens comme toi et moi, il y a un travail de communication qui est colossal. C'est un truc de malade. Moi, à l'époque, avec mon ancien partenaire, on avait fait toutes sortes d'études, de recherches sur voir comment les grandes performeuses américaines faisaient leur com. Études de marché, genre études de marché, pour voir comment la com était faite, comment on faisait pour fidéliser le client, pour garder en continu et tout ça. Et en fait, tu te retrouves sur un schéma qui est hyper complexe à tenir. Un business plan. Faire du porn, c'est 20 à 30% du travail. Ouais. Mais comme être escorte. Être escorte, voir le client, c'est 20 à 30% du travail. Le plus gros du travail, c'est répondre à tous les gens qui t'appellent sans lire ton annonce, c'est faire confronter ce qu'on appelle les fantasmeurs, les gens qui vont t'appeler pour un service mais ne pas venir au rendez-vous. En fait, le plus gros du travail, ça va être le travail de secrétariat. Ouais, tout ce qui est logistique et tout... Et dans le porn aussi, plein de gens parlent de ça mais n'arriveraient pas à tenir cette cadence pour trouver de la clientèle. Non mais c'est clair. Rien que la communication, c'est vrai, j'ai tenté. J'avais ouvert un OnlyFans en 2017, je suis mort. C'était pas la meilleure année pour faire ça, je pense, en plus. Clairement. Si j'avais attendu... Non, en vrai, si j'avais attendu, il se serait rien passé de plus parce que justement... Tout cet engagement, cet investissement et tout, je m'en rendais tellement pas compte. Alors oui, je faisais mes petites vidéos, mes petites photos. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, je voyais que j'avais 2 followers. Bah oui, mais c'est normal parce qu'en fait, si t'en parles pas sur les réseaux, si tu fais pas de la publicité, si tu donnes pas envie aux gens, si tu t'expliques pas ce que tu vas apporter de plus que les 10 autres personnes qui te ressemblent font, c'est extrêmement difficile et oui, clairement, dire à des gens que c'est facile ce qu'ils font et comme la manière dont ils gagnent leur argent, déjà, si tu le fais pas, t'as pas d'avis à avoir sur la question. Non, absolument. C'est clairement pas le secteur le plus simple. Puis les collaborations. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Pour le coup. C'est ce qu'on m'avait dit, de jouer d'un compte à un autre. Si tu veux vraiment faire du chiffre et de la potentielle clientèle fidélisée, il faut collaborer avec d'autres personnes. Ok. C'est là où tu auras le plus de visibilité. C'est ce que vous faisiez, vous, avec... Avec mon ex, non. Ouais. Non, lui, il collaborait. Mais moi, je faisais vraiment avec lui... Tu faisais la direction artistique de... Donc, on faisait nos trucs en duo et lui, parfois, collaborait avec d'autres personnes. Ok. C'était vraiment pour son truc à lui. Moi, j'ai pas... Non, je me suis vraiment toujours fixé l'idée de vouloir présenter mes métrages en festival. C'est vraiment ton goal. Ouais. Faire du mainstream m'intéresse pas tant que ça.
Ouais, je comprends. En vrai, c'est marrant parce que ça me fait un peu penser comme à ma démarche par rapport aux peintures, où je travaille sur des thèmes très liés à la santé mentale, et à chaque fois, je m'imagine défendre, entre guillemets, mon travail lors de salons ou lors d'expositions, parce que c'est ce que j'explique. Je cherche pas à faire du beau, mais je cherche à vraiment créer du débat et de la discussion autour de sujets et de thèmes que je trouve vraiment importants. Et l'art, que ce soit peinture, cinéma, enfin n'importe quoi, c'est l'outil par lequel tu vas faire véhiculer ce message. Ouais. Et je trouve que l'art, c'est trop bien parce que tu peux vraiment apporter des choses qui sont visuelles, qui sont impactantes. Ça va attiser la curiosité d'autres personnes, celles qui n'y sont jamais été confrontées, ça va avoir des questions. Et je trouve que c'est une super façon d'amener certains sujets qui, par moments, ont du mal à être débattus et tout, juste dans des discussions normales, de base. Alors que là, dans le festival, j'imagine que c'est l'opportunité de rencontrer des gens qui vont te questionner. Les salons, c'est pareil. Enfin, par rapport à ça, j'ai vachement la même envie. C'est comme ça que je vois l'art aussi. C'est un véhicule par lequel on va pouvoir créer des discussions. Exactement. Trop bien. Totalement. Et apparemment, il y a encore une petite chose que tu fais, de la sculpture, tu m'avais dit. Alors oui, en 2019, j'ai fait, alors du coup de profession, moi à la base je suis maquilleuse, depuis 2017, où j'ai fait mes études à Nice. Et en 2019, j'ai fait cette merveilleuse école appelée Métamorphose. On connaît. On connaît. Voilà, dont je ne m'étalerai pas plus. D'accord. Mais j'ai fait Métamorphose avec, ceci dit, ce qu'on ne peut pas enlever, des profs extraordinaires, dont gros big up à Lucie Schossler, qui est une prof qui n'est plus là-bas, je crois, mais qui a été très patiente avec moi et qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc j'ai fait effets spéciaux cinéma, où on apprend silicone, sculpture et tout ça. J'ai été diplômé en plein Covid. Okay. Donc pas de facilité à trouver du travail dans le milieu par la suite, parce que c'est clair. Le milieu culturel était totalement en stand-by à ce moment-là. Donc j'ai commencé le travail du sexe, et en parallèle j'ai lancé une création d'entreprise qui était du coup une entreprise de prothèses médicales pour personnes trans. Je sais pas si tu connais. Okay. Packer, Pack and Play, Piste Debout. Non. Ça va être un peu le principe de la prothèse du membre manquant. D'accord. Donc principalement pour les personnes transmasques, donc les personnes trans à vulve, qui vont du coup porter des packers, donc pour simuler la présence d'un pénis. Donc c'est des outils qui sont utilisés pour être ou plus facilement acceptés sociétalement parlant, ou et plus souvent pour atténuer une certaine dysphorie de genre. Trop bien. Parce qu'on est vraiment sur une prothèse du coup à aspect réaliste, avec laquelle tu vas pouvoir uriner debout, ou juste avoir la sensation d'avoir un pénis, ou avoir même du coup un contexte sexuel. Bravo, c'est trop bien. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui n'existait pas en France. Du moins, ça existait, mais via le biais d'un revendeur belge, d'autres entreprises je crois qu'il y avait une entreprise qui est en Allemagne, et le reste, c'est principalement Angleterre et États-Unis. Et c'est des prothèses qui sont excessivement chères. Donc moi, à l'époque, j'étais dans la démarche de faire ça de manière plus abordable et accessible aux personnes, parce que en fait, beaucoup de personnes trans sont précaires. Et que des prothèses, par exemple des 3 en 1 ou 2 en 1, on pouvait facilement atteindre les 400, 600, voire 700 €, ce qui est un budget pour une prothèse qui va être utilisée au quotidien, qui va avoir une expérience de vie de 2 à 3 ans, si tu t'en occupes bien. Ce qui est difficile. Donc la sculpture vient via ça, et je sculpte d'autres choses. Par exemple, en ce moment, je ne peux pas en dire plus parce que c'est une commission, mais une drag queen dont je tairai le nom m'a commandé une prothèse de faux crâne.
Donc je suis en train de bosser sur ça actuellement. Et je suis en train aussi de bosser sur un nouveau projet de création d'entreprise. Du coup, voilà, oui, je sculpte. Je sculpte beaucoup de choses, du coup, de par mes études. Et c'est à chaque fois sculpture sous forme de prothèse ou ça peut être... c'est quoi, par exemple, les matières que tu utilises? Alors, on sculpte principalement ou en chavante ou en monster clay, qui sont deux pâtes à sculpter très utilisées dans le milieu du cinéma et effets spéciaux. Qui sont très très agréables. La chavante va être beaucoup plus grasse et la monster clay va être mieux pour des grosses sculptures qui vont durer dans le temps, dans le sens où la monster clay va falloir la chauffer pour qu'elle soit maniable. À partir du moment où elle est plus chauffée, tu peux la jeter par terre et elle va à peine se déformer. Elle est vraiment vraiment très solide, donc, trop bien. très compliquée à travailler, et l'autre va être beaucoup plus grasse. Donc moi j'aime faire un mélange des deux. Je fonds les deux et je les mélange et ça fait une bonne intermédiaire qui est hyper intéressant en termes de pâte. J'ai du mal à m'imaginer la texture. Ouais, c'est bien, c'est spécifique. Mais il y en a une qui fait vraiment pâte à modeler mais qui colle un peu au doigt, qui garde une pellicule grasse, et l'autre en fait c'est lisse. Et ou c'est hyper liquide ou c'est dur comme du béton. Et quand c'est liquide, ouais, je crois, j'ai vite fait une cicatrice là, mais je m'étais fait une cloque énorme d'un moule que je voulais nettoyer, que je vais passer au... Toi, t'aimes bien le truc Non, mais quand il faut nettoyer un moule et tout enlever, le truc était liquide, c'est tombé là, ça m'avait cramé. Enfin, c'est une pâte qui est chiante, la monster clay. C'est dingue. Enfin, c'est... Là, le fait de... Parce qu'il faut se rappeler qu'on ne se connaissait pas avant. On a un petit peu échangé, mais on ne se connaissait pas. Et la discussion, elle a pu partir un peu à droite à gauche, mais parce que justement, il y a beaucoup pour ma part, en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt. Et il y a plein de choses que tu disais sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Et c'est trop intéressant. Vraiment, sache que dans tout ton discours, tu as quelque chose de très, très cohérent. On sent que vraiment, il y a une énergie particulière qui te porte et qui te donne envie d'expérimenter certaines choses. Le lien corps et esprit, c'est vraiment ce que je retiens le plus, et je trouve que c'est très intéressant comme façon de voir le corps aussi. Enfin, se rappeler qu'il est là pour une raison, qu'il peut nous donner des émotions, et que ça peut être intéressant d'aller les chercher aussi, parce qu'on a un peu devenu une société anesthésiée, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, c'est très compliqué, même la santé mentale et tout est compliqué, et peut-être que se reconnecter à notre véhicule, c'est un bon moyen de retrouver certaines sensations, certaines émotions. Et tu m'as donné envie de ça. C'est cool. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je sais pas si tu avais envie de donner quelques références, mais s'il y a des sources que tu as envie de citer, ou que ce soit livres, films, n'importe quoi qui peuvent intéresser les gens, c'est avec grand plaisir. C'est une merveilleuse question que tu me poses là. Vous allez avoir une description comme ça. Non, c'est ça le pire, c'est que je crois même pas. Là, en tête, comme ça, j'ai rien qui me vient. Vous m'envoyez, je les mettrai après. Hein. Ouais. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier épisode de Portrait d'artiste. J'espère que c'est un format qui vous a plu, parce que moi, oui, et je pense que je vais le continuer. J'ai été ravi de faire ce premier épisode avec toi. Vraiment, c'était super intéressant. Je pense que je reprendrai contact cette fois-ci chez elle. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous avez aimé, de faire vos suggestions, de donner votre avis, des commentaires. Je veux que de l'amour, que de la gentillesse, ou en tout cas on a le droit de pas être d'accord, mais on le fait de façon polie et respectueuse. On est là pour apprendre ensemble, pour échanger, et pas pour porter un jugement négatif. Donc voilà, on se revoit très bientôt, et en attendant, prenez soin de votre monde intérieur. Bisous. Oui, merci. Avec grand plaisir. Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau.